Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonjour la cryptosphère. Enfin bonsoir, parce que moi là j'enregistre à 23h40. Bon, aujourd'hui j'ai plein de choses à vous raconter et un petit malheur au passage, donc je pense qu'on va commencer par lui, au moins on passe à autre chose. Comme certains le savent, aujourd'hui j'ai tenté de contacter Ledger par monsieur Eric Larchevêque, vu que je suis à la recherche de partenariats, et grâce aux zappeurs et zappeuses, nous avons pu enfin avoir une réponse. Alors déjà, que ne fut pas ma surprise quand monsieur l'archevêque m'a appelé Zapette. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour le convaincre, vu qu'apparemment la chaîne est encore trop petite pour intéresser Ledger, d'autant plus qu'apparemment le secteur francophone est déjà surbooké et qu'il préfère s'intéresser au marché de l'international, ce que je comprends tout à fait. Bon, dans mon petit malheur, j'ai quand même eu la chance d'avoir le bravo d'Eric, ce qui est quand même énorme, on va pas se mentir. Donc oui, je ne suis pas peu fière. Mais enfin, c'est que partie remise, et comme je l'ai dit dans le tweet, nous reviendrons plus fort que jamais. Et du coup, en attendant, on va aller voir chez la concu comment ça se passe. Donc si vous êtes chaud, je compte sur vous pour encore me pousser ces tweets pour qu'on puisse avoir des réponses le plus rapidement possible. Avant de passer au Fear and Greed Index, et j'en profite qu'on soit encore sur Twitter, ça faisait quelques semaines que je devais faire cette vidéo, et comme vous le savez, je cours littéralement après le temps. Et donc, j'en profite pour remercier également sur YouTube. Donc, j'en profite pour remercier CryptoBubule qui m'avait fait ce magnifique cadeau il y a quelques semaines. La 3D Clock, je la trouve juste sublime. Grâce à elle, je ne rate plus le cours du BTC et de l'Ethereum. Alors moi, ce sont les deux que j'ai décidé d'afficher, mais vous pouvez en afficher plein d'autres. Alors, cette horloge connectée est juste magnifique. La finition est tout en bois, l'arrière. L'écran est très grand et en plus, elle est personnalisable. Donc, j'ai la chance d'avoir ma petite horloge Zap Crypto. Autant vous dire que j'en suis littéralement fan. Et si vous en voulez une aussi, sachez que vous pouvez la retrouver sur le site de Crypto 3D. Je vous mettrai le lien en haut à droite ainsi que dans la description. Cette horloge est 100% française, autant par sa conception que par la fabrication. Et je tiens à préciser que je n'ai aucun partenariat avec ce site internet. J'ai connu l'équipe il y a maintenant quelques mois. Si je ne me trompe pas, c'est une affaire familiale qui se passe entre 3 frères et je trouve qu'ils mènent plutôt bien leur projet. Vous pourrez découvrir plein d'autres produits, que ce soit de la décoration, des vêtements, enfin bref, il y en a pour tous les goûts. Allez, on passe à notre Fear and Greed Index parce que j'aurai une dernière petite chose à vous parler. Alors, du côté crypto, on est toujours dans la grid à 57. Du côté des marchés US, par contre, on y est toujours et on continue de s'y enfoncer. On est à 34 dans la zone de Fear. Alors, pour finir, tadam! Aujourd'hui, je vais vous faire bosser. Vous allez retrouver ce petit sondage là qui va pop, juste là, en haut à droite. Comme tu peux le lire, c'est un sondage pour une soirée crypto. Une ou plusieurs, ça sera à vous de décider. Alors pour ceux qui ont suivi mes derniers coups de gueule, j'ai un peu de mal avec les événements crypto où il faut sortir un SMIC pour pouvoir profiter. Et ensuite le coût pour se déplacer, se loger, etc. etc. On va pas refaire l'histoire. On sait déjà ce qu'on en pense. Alors c'est modestement que je me propose à organiser des soirées. On va commencer par une déjà, je pense, pour bien faire. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de connaître vos besoins, parce que si ça vous intéresse pas, ça sert à rien que je me casse la tête. J'ai besoin de connaître le premier endroit où il serait le plus propice de lancer la première soirée. Et en dernier lieu, je vous laisse me faire des suggestions. Et même si certains sont chauds pour m'aider à l'organisation, voire même l'animation, si on a des DJ dans la salle, levez les mains. Enfin voilà, le concept est simple. Une soirée où on pourrait se retrouver tous ensemble, dans une ambiance la plus chill possible, où on pourrait enfin échanger avec des gens qui sont comme nous, juste passionnés, sans avoir besoin de vendre un rein pour se faire des contacts. Ça, c'est quand même pas mal, Alors, comment je vois ça? J'imagine un lieu qu'on pourrait peut-être essayer de diviser en plusieurs parties. Un endroit où on pourrait débattre entre nous, un autre plus chill avec musique, petit four et boissons, histoire de se détendre tout simplement. Pourquoi pas un espace aussi dédié aux artistes NFT qui seraient chauds pour venir présenter leurs projets. Et le reste des idées viendra en fonction de l'engouement que cette soirée pourrait avoir. Donc, je compte sur vous
remplissez-moi ce petit sondage. Pour les créateurs de contenu qui m'écoutent, n'hésitez pas à le prendre et à le partager à votre tour. Plus on sera nombreux et mieux ce sera. Et je parle là au-delà de l'aspect festif, évidemment, parce que plus on sera et plus le prix pourra être bas, parce que mon but c'est vraiment de créer une soirée, que l'entrée soit un maximum 20-30 euros quoi. J'ai pas envie de créer un truc où on est 100 balles à sortir, je veux vraiment que ça soit le plus simple possible, le moins cher possible, pour que tout le monde y ait accès. Et pour ça, j'ai besoin de vous les gars. Donc je t'autorise même là à mettre la vidéo sur pause, à cliquer sur le sondage et à me remplir ça. Ne m'en voulez pas, j'en reparlerai le plus souvent possible. Bon, pas tous les jours, mais peut-être 1 à 2 fois par semaine, histoire d'avoir le maximum de réponses possibles. J'ai parlé des créateurs de contenu, mais toi, zappeur et zappeuse, tu peux aussi le partager à tes amis qui sont aussi fans de la crypto. Le but étant évidemment d'avoir un maximum de retour pour savoir si ça vaut le coup que j'y mette de l'énergie à l'organisation ou non. Sur ce, vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite à tous une excellente vidéo. On se retrouve demain pour le dernier zap de la semaine. C'était Zap Crypto. Tout commence en 1988 quand un certain Timothy C. May écrit le Manifesto des crypto-anarchistes. Le crypto-anarchisme, c'est un mouvement extrêmement politique qui veut utiliser la technologie de la cryptographie et de la blockchain pour améliorer la protection des informations des citoyens, protéger leur vie privée et empêcher le plein contrôle des gouvernements sur le peuple. Julian Assange, qu'on a vu un peu plus haut, est l'un des crypto-anarchistes les plus connus. Les crypto-anarchistes aimeraient rééquilibrer la balance du contrôle entre le peuple et son gouvernement, et créer un monde où n'importe qui serait libre de communiquer, d'échanger de l'argent ou des informations, sans avoir à demander l'autorisation à une quelconque entité. Dans le manifesto, voilà ce qui est écrit. Tout comme la technologie d'impression a altéré le pouvoir des guildes médiévales et le pouvoir des structures sociales, les méthodes cryptographiques vont fondamentalement altérer la nature des gouvernements et des grandes institutions dans leurs interférences avec les transactions économiques. Le crypto-anarchisme, c'est une philosophie de vie, un courant de pensée très sceptique envers les figures d'autorité, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, c'est légèrement différent des libertariens comme les cypherpunks. Pour les crypto-anarchistes, les gouvernements sont tout simplement inutiles, et sont là juste pour gratter tout ce qu'ils peuvent gratter. L'anonymat, la liberté de parole et la liberté d'échange sont les 3 grandes valeurs du mouvement. Mais l'anarchie, c'est un monde sans hiérarchie verticale, sans autorité politique. Un monde juste avant le chaos où une société sans organes de contrôle arrive à gérer ses propres besoins. Un endroit où les communications et les échanges auraient fondamentalement le droit d'être anonymes. C'est tellement différent du système que l'on connaît que ça paraît presque impensable. Mais on peut se demander si ça marcherait. Quand est-ce qu'il faut faire la déclaration de début avril à début juin 2023 pour vos sessions de crypto-monnaie de l'année 2022? Qu'est-ce qu'il faut déclarer? Alors, il faut absolument déclarer les comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger, les échangeurs centralisés. Pour ça, c'est très simple. Il faut simplement remplir un formulaire. On va vous demander quelques informations. Et si vous avez déjà déclaré vos comptes d'actifs numériques les années antérieures, il vous suffit simplement d'actualiser et de confirmer voilà, que vous les avez toujours. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez fait aucune cession de crypto-monnaie en contrepartie d'une monnaie ayant un cours légal, donc si vous n'avez jamais vendu une crypto-monnaie pour de l'euro, du dollar ou une autre monnaie fiduciaire, et si vous n'avez jamais vendu de crypto-monnaie pour l'achat de biens ou de services, je pense notamment à l'utilisation de la carte Binance en utilisant des crypto-monnaies. Voilà, si vous avez utilisé simplement la carte Binance avec des euros et que vous n'avez jamais fait une conversion crypto-euro ou crypto-dollar ou crypto-fiat, vous n'avez pas besoin de faire de déclaration. Pourquoi? Parce qu'il faut déclarer les plus-values ou les moins-values uniquement si vous avez fait une cession en contrepartie de fiat ou pour l'achat de biens et de services. Puisqu'on a de la chance, la fiscalité française, c'est comme une enveloppe fiscale crypto où tant qu'on reste dans l'enveloppe fiscale crypto, nous n'avons pas besoin de faire de déclaration, mis à part les comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger. Et petite précision, tout ce qui va être adresse MetaMask, adresse Ledger, pareil, pas besoin de déclaration. Si vous avez vendu des cryptos pour de l'euro, par contre, là,
il va falloir faire une déclaration et on va rentrer un petit peu plus en détail. Les parlementaires français sont sur le point de signer un amendement sur lequel ils vont interdire aux influenceurs crypto de parler de projets dont qui ne sont pas PSAN, hein, concrètement, qui n'ont pas la licence en France. Donc voilà, c'est à la fois complètement, enfin à mon sens, inutile d'interdire, puisque il y a des influenceurs qui sont basés partout dans la planète, sur la planète, qui vont continuer à faire ça, donc à faire de l'influence en France. Hein. Enfin, vous allez regarder des vidéos qui sont d'influenceurs qui sont pas basés en France et qui auront absolument rien à faire de ce que le régulateur français interdit. Et du coup, ça va impacter les influenceurs basés en France. Et donc voilà, ça va sans doute. Je pense que vaudrait peut-être mieux en fait essayer de contrôler l'information qu'on a le droit d'émettre, mais ça reste effectivement compliqué. Ou alors on crée une barrière de Chine une barrière de Chine, enfin un mur. Vous savez, ils ont un mur où l'internet, ils ont pas l'internet qu'on a nous, hein, ils ont un autre internet. Donc ça, c'est peut-être ça qu'il faudrait faire pour que ce soit réellement efficace. En tout cas, je suis pas sûr que ce soit le genre de mesure qui soit vraiment utile. Je tiens juste à le préciser. Alors ça je voulais en parler quand même, parce que à la fois je vais me prendre quelques tomates, donc c'est important d'en parler, faut pas parler que des trucs bien. En tout cas voilà, des youtubeurs crypto ayant promu FTX sont la cible d'un procès à $1 milliard. Je vais être franc avec vous, bonne, mauvaise chose, j'en sais rien, mais il y a un truc qui est certain et qu'il faut bien comprendre. Un influenceur ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer sur FTX. Donc comment j'interprète ça? J'interprète ça en mode, des gens ont perdu sur FTX, ils sont pas sûrs de récupérer de l'argent sur FTX, et donc ils se disent que selon la loi en vigueur, ils peuvent, en attaquant un influenceur, aller chercher sa responsabilité et se faire rembourser une partie de la perte. En gros, les gens savent très bien que c'était de leur responsabilité. La plupart des influenceurs ont été très clairs, ont bien expliqué que ce n'était pas un conseil en investissement et qu'ils présentaient des outils qu'ils utilisaient. Mais des gens qui veulent tout simplement tuer l'industrie se disent, bon bah moi j'en ai rien à foutre, ce que je veux c'est récupérer du pognon, quel que soit le fautif, qu'il soit ou non fautif de mon problème, si je peux lui mettre une douille, je vais l'attaquer. Alors d'un côté, je me dis, bon bah écoute, moi j'ai pas promu FTX, tant pis pour eux, ça ne me concerne pas. D'un autre côté, ça concerne certains influenceurs que je connais, et pour finir, bah ça aurait pu me concerner moi, et c'est ça qui m'emmerde. Alors évidemment, je pourrais, à chaque fois qu'il y a une nouvelle qui ne me concerne pas, ne pas passer dessus, mais c'est typiquement un problème qui aurait pu me concerner. J'ai eu de la chance, les gars, j'allais travailler pour FTX, avant que ça se pète la gueule, tout simplement, il n'y a pas de magie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un youtubeur tout seul ne pouvait pas se rendre compte qu'FTX allait tomber, sachant qu'il y a des fonds d'investissement, des banques. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y avait SoftBank qui était chez FTX et qu'il n'avait pas vu? Bref, c'est vraiment chercher un responsable. Je trouve ça dégoûtant, ce que les gens essayent de faire, et surtout ça ne donne pas envie d'aller essayer de promouvoir et de travailler, quoi. C'est très lâche. Bon, encore une fois, c'est comme ça. Il y a peut-être des influenceurs qui le méritent, il y a peut-être des influenceurs qui disaient allez-y les yeux fermés, mettez-y tout votre argent, allez utiliser des produits à effet de levier. Je comprends que si tu as tout speech, tu peux avoir envie d'attaquer l'influenceur. Peut-être, je n'en sais rien. En attendant, avoir fait une sponsor pour FTX ne mérite pas, pour moi, un risque légal, tout simplement. En un, il met l'éducation, donc en apprendre autant que possible sur les crypto-monnaies, la technologie blockchain et les projets spécifiques qui nous intéressent, et ça nous permettra de mieux comprendre les risques et opportunités associés à ce type d'investissement. Bon, ça peut paraître un peu général, mais l'idée principale est là. Comme on l'a vu maintenant de nombreuses reprises, il y a trop peu de personnes qui font suffisamment de recherche, et bien évidemment, pour une stratégie long terme, il faut comprendre dans quoi on investit, il faut comprendre les risques, et personnellement, avoir un socle de connaissances solides dans la crypto-monnaie et dans les projets plus spécifiques dans lesquels j'investis, ça m'a permis d'être beaucoup plus serein et d'éviter de courir après les bruits du marché, les tweets. C'est le plus gros bull trap que j'ai vu, ça va redescendre, ça va cracher, ça va monter, Bitcoin à 1 million, Bitcoin à 10 000. Plus on en sait, plus ça permet de limiter tous ces bruits-là. Ensuite, en 2, il nous parle de la diversification. Donc là, il nous dit, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, donc le conseil classique. On va parler de Binance qui lance son Launchpad de Space ID qui attire plus de 100 000 Binanciens, qui a levé plus d'1 milliard. Franchement, c'est beau. C'est quelque chose. Ils n'ont pas récolté plus que ce qu'il y avait normalement. Et du coup, ça va être redistribué. Exactement. C'est beau, hein. Comme t'as dit, Peter, il y a un truc drôle. Le Launchpad de Binance a révélé des très gros projets très intéressants comme Stephen. Pour en revenir à l'actualité du début quand on a commencé la vidéo, c'est une blague évidemment. Il y a de très belles choses qui sont faites sur Binance, comme de moins bonnes. Voilà, c'est tu fais des D'ailleurs, erreurs, qu'est-ce que tu fais des belles qualifierais choses. du projet la Space ID, toi Moïd, qui Bah écoute, Space ID, j'ai trouvé ça très intuitif, très simple. Là, c'est la première fois que je suis allé dessus.
J'ai pris plusieurs domaines en .bnb, j'ai pris des trucs en .eth, ça a été fait rapidement, c'est David qui m'a envoyé le ZAI, c'était gratuit, donc les choses qui sont gratuites sont encore meilleures. Je remercie David, qui est mon parrain et mon business angel. Tu pourrais me renvoyer un cas s'il te plaît? J'ai une dizaine de trucs à prendre. Tout de suite. Merci David. Non, Blague à ça a part. l'air pas mal, moi. J'ai trouvé ça assez intuitif. Je te rejoins, Moïd, sur le côté intuitif. C'est hyper simple. Attends, je vais essayer de te montrer la plateforme. Je me suis pas réveillé là-dessus. Tu tapes le nom de ce que tu recherches, il va te donner, par exemple, je vais mettre quoi? Je vais mettre... En général, les launchpads de Binance, on peut l'expliquer quand même, c'est audité par Binance avant d'être mis sur la plateforme et d'être proposé aux investisseurs. C'est un genre de ICO, sauf qu'au lieu des entreprises qui le font dans leur coin, c'est Binance qui les audite un peu avant et qui leur font bénéficier de leur plateforme pour les mettre en avant et leur vendre les levées de fonds, quoi. Ouais. Donc c'est assez cool. On dira pas que c'est pas parce que Binance fait un audit avant que ça légitime la boîte ou son contenu. Une fois de plus, on toujours rappelle vos propres recherches. Il y avait StepIn qui a été lancé sur les launchpads Binance. Très très bien, ça a fait plus de 300%. Je suis persuadé que ça a régalé beaucoup de monde. En attendant, StepIn c'était un truc voué à l'échec et qui aujourd'hui, il y en a quand même qui ont bu la tasse avec ça. Donc, beaucoup d'argent perdu par certaines personnes. C'est encore une fois les premiers qui rentrent, qui sont... Après il faut être malin, il faut rentrer les premiers, il faut sortir au bon moment. Donc il y en a beaucoup malheureusement qui sont peut-être rentrés les premiers mais qui sont pas sortis à temps, et des gens qui sont rentrés tard et qui pensaient encore faire des plus-values, et quand le marché s'est effondré des baskets, laisse tomber. Wow. Très bonne initiative de Binance. Moi, je trouve que c'est super bon pour notre milieu et notre écosystème. Maintenant, ça vous empêche pas aussi d'être vigilant comme d'habitude. On n'est pas payé par Binance. On en parle parce que je viens de tester tout à l'heure, en 10 minutes avant de commencer. J'ai trouvé ça simple. Alors, regarde, tu vois, si tu veux acheter Asher.bnb, je sais pas si ça a été pris par lui. J'ai l'impression que ça a été pris par un Bengalais, et le Bengalais vend le nom de domaine pour 5 BNB. Au final, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? On a vu que l'écosystème DeFi actuel est principalement une illusion. Illusion qui est maintenue en vie par des applications officiellement décentralisées mais officieusement centralisées, des stablecoins officiellement décentralisés mais officieusement centralisés, des oracles officiellement décentralisés mais officieusement centralisés, qui tournent sur des blockchains officiellement inarrêtables mais officieusement assez vulnérables. Malheureusement, la plupart des gens ne s'en préoccupent pas trop parce qu'aujourd'hui la spéculation et la recherche de profit sur le court terme semblent plus importants que la réalité. Mais sur le long terme, il faut comprendre que de tels systèmes ne peuvent pas tenir le coup parce qu'ils ne sont pas antifragiles et ils ne sont pas réellement résistants à la censure. Par exemple, la plupart d'entre eux ne survivront probablement pas aux régulations et aux interdictions qui risquent d'arriver dans les prochaines années. Tout vecteur d'attaque qui sera utilisable sera probablement utilisé par les régulateurs, et donc si un système peut être éteint, débranché ou détruit par un petit groupe de décideurs, alors il sera éteint, débranché ou détruit. Je ne dis pas qu'il est impossible de créer de la finance vraiment décentralisée. Je pense qu'une vraie DeFi digne de ce nom peut être bâtie et sera probablement bâtie. Et une DeFi vraiment décentralisée pourra effectivement, peut-être, résoudre des vrais problèmes pour notre société. Mais par contre, ce que je dis, c'est qu'elle ne sera pas bâtie sur des sables mouvants, comme c'est le cas avec la DeFi qu'on a aujourd'hui. Quatrième news, Bitcoin cette arnaque, la Belgique durcit sa politique en matière de pub crypto. La Belgique, le Bitcoin dit que maintenant les crypto-monnaies, c'est plus gentil. Donc la Belgique vient de sortir la dernière aberration en matière réglementaire en obligeant la mention d'un slogan anti-publicitaire sur toute promotion de projets entreprises crypto. Donc les autorités belges paraissent vouloir transposer un message inutilement désagréable sur toutes les publicités relatives au Bitcoin et aux crypto. Une nouvelle mention obligatoire va être instaurée sur tous les messages de promotion de réseaux blockchain décentralisés. Ce message anti-crypto réussit à placer 2 fois le mot risque. Voici le message. Attention, monnaie virtuelle, risque réel. En crypto, seul le risque est garanti. Voilà le slogan que tout le monde doit mettre lorsqu'il parle de crypto en Belgique, que ce soit des influenceurs, toute publicité. Voilà, il faut mettre ce slogan-là. Voilà, ils sont intelligents, dis donc. Hein. Un slogan qui pourrait prêter à sourire s'il n'incarnait pas tout le mépris que certains politiques et législateurs ont pour la cryptosphère et ces incroyables révolutions technologiques dont seul le tort est finalement de vouloir échapper à leur censure, à leur centralisation. Ce nouveau règlement voulu par les autorités de services et marchés financiers belges
entrera en vigueur le 17 juin 2023. Et donc, il faut dire que le ministre belge des Finances avait déploré que les crypto-monnaies soient de plus en plus enracinées dans la société belge. Il fallait donc mettre un frein à l'adoption de ces concurrents aux monnaies fiduciaires au système financier traditionnel, bien sûr, en signalant à quel point elles comportent des risques élevés. Parce que les cryptos, bien sûr, énormes risques, mais les banques, non, tout va bien, les banques, surtout en ce moment, tout va bien. Et donc, beaucoup de porteurs, ça c'est la petite quenelle du journal du coin, il y a tout ça, beaucoup de porteurs d'obligations d'État ou de titres de dette ou de bons du trésor, ça comme tu veux, que ces mêmes régulateurs jugent pourtant non risqués, auraient aimé avoir un message d'avertissement du même genre que celui infligé aux cryptos. Par exemple, si les banques centrales remontent les taux trop sauvagement, bonjour les dégâts sur vos obligations d'État. Et donc en fait c'est la petite quenelle qui dit que là les banques ont fermé parce qu'elles ont acheté énormément d'obligations et comme la banque centrale américaine a augmenté fortement les taux, eh ben, ça fait un peu écrouler tout ça. Et donc, le journal du coin dit pour rigoler, eh ben, la banque centrale faudrait mettre un slogan aussi dans toutes les banques. Attention, si votre banque achetait beaucoup d'obligations d'État, le jour où la banque centrale monte les taux, eh ben, il va y avoir beaucoup de risques, tu vois. Donc, c'est assez marrant. Donc, belle petite quenelle. Ensuite, il y a 3 messages qui sont passés par Jérôme Powell. Le premier, c'est que pour l'instant, l'inflation devrait être supérieure à celle qui était attendue. On devrait être en fin d'année à plus 3,6 contre plus 3,5 attendus. Donc ça, c'est plutôt négatif pour les perspectives à venir sur les taux. Par contre, il annonce dans le même moment que le PIB sera plus bas qu'estimé. Donc ça, c'est plutôt un élément favorable en termes de perspective. Mais le dernier point qui a mis, je trouve, le feu aux poudres sur les marchés, aussi bien financiers que crypto-monnaies, c'est que la Fed a quand même pas mal alerté sur la faillite de la Silicon Valley Bank. Encore une fois, et tous les 4 ans, on parle d'un appel à renforcer la supervision et la régulation des banques. On a l'impression que c'était le cas déjà. Ce que je trouve intéressant, c'est que la Fed, maintenant, j'ai l'impression, va plutôt s'attaquer, via la SEC aussi, plutôt à la régulation bancaire, et peut-être que va moins porter son regard sur le secteur des crypto-monnaies. C'est comme ça aussi que j'interprète cette information à titre personnel. Mais en tout cas, la Fed a un peu effrayé les marchés sur tout ce qu'elle a dit autour de la de la Silicon Valley Bank et des éventuelles conséquences que ça pourrait avoir. Elle a parlé de chômage, d'inflation et de choses comme ça. Donc, petit warning, ça a mis le doute sur les marchés, c'est le point négatif de ce discours, je trouve. Ce qui nous amène donc sans transition à la thématique des banques régionales et des banques en général. Alors depuis quelques temps, évidemment, c'est le sujet du moment, on ne parle plus que de ça. D'ailleurs, les journaux ont arrêté de communiquer les autres nouvelles, on ne parle que de la crise des banques. Et donc du coup, on se dit, est-ce que c'est terminé ou est-ce qu'on va encore y avoir droit? Alors je vous parlais hier de la First Republic qui est toujours un petit peu shaky, qui est toujours un petit peu fébrile. Alors on sait qu'ils ont touché leurs 30 milliards de lignes de crédit offertes par les grandes banques, mais ça ne suffit pas puisque le titre a perdu encore 15%. Mais on ne s'arrête plus à la First Republic puisque dans les banques qui sont dans la merde, eh bien il y en a une autre qui vient de se pointer, c'est la PacWest. Alors la PacWest, pareil, c'est un nom que vous connaissez pas, c'est un nom, à moins que vous ayez habité sur la côte ouest américaine, mais vous ne connaissez pas la PacWest, parce que c'est une banque régionale, et un peu au même titre que vous ne connaissiez pas la SVB il y a 15 jours. Donc la PacWest, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils font face, soudainement, à beaucoup de gens qui sont en train de retirer leurs billes et qui s'en vont. Alors forcément, quand on voit ce genre de choses, eh bien on pense au bankrun de nouveau, et on panique, et on se dit, ah, contagion, attention, ça peut être mauvais. Donc du coup, la PacWest, alors eux, ils sont sereins, ils ont dit, oui, non, mais ça va, nous on gère, parce que vous savez, de toute façon, 65% de nos dépôts sont garantis par la loi de la FDIC qui couvre ces $250,000. 65% de leurs dépôts sont donc en dessous de $250,000. Ça fait donc 35% de leurs dépôts qui sont en dessus, et qui, eux, ne sont pas couverts par la loi de la FDIC. Donc du coup, ça fait quand même du monde. Et donc on voit qu'il y a quand même là aussi pas mal de retraits, ça n'arrête pas ces derniers temps. Ils se disent, oui, mais nous on est sereins, parce qu'on a emprunté 12 milliards aux autorités pour couvrir ce genre de problème de liquidité. Oui, ça n'a pas forcément aidé, parce que la banque s'est quand même fait démonter 17% hier, et ça devient le prochain candidat au bankrun. Donc voilà, on est de nouveau reparti dans une thématique qui peut être un tout petit peu stressante. Visiblement, pour l'instant, les marchés s'en foutent totalement, parce que c'est après tout, ça n'est qu'une banque régionale, et on sait que le gouvernement va voler à leur secours, mais néanmoins, on voit que ça continue un tout petit peu à se spreader gentiment, à faire contagion. Alors on espère vraiment que ça ira pas plus loin, parce que si ça va plus loin, ça risque quand même de devenir un tout petit problème.
Le Bitcoin, donc, voilà, hein, rien de nouveau. On est toujours, alors là, on est en weekly, vous voyez, hein, c'est pourquoi? Parce que on est sur un niveau weekly, hein, c'est un niveau important en weekly. Donc, ce niveau doit être tout particulièrement regardé en weekly. Et ce qu'on peut voir, c'est que la semaine dernière, on a clôturé pile poil justement sous ce niveau. Et là, on a fait une petite mèche en dessous, une petite mèche au-dessus. Donc, effectivement, la clôture va être importante. Bien entendu, ce ne sera pas totalement suffisant parce que vous savez que, à part suivre vraiment, on clôture largement au-dessus. Mais si on devait clôturer la semaine très légèrement au-dessus, il nous faudrait la bougie de confirmation pour la cassure de ce niveau. Mais ce sera déjà bon signe si on clôture au-dessus des 28 000 $ à la fin de la semaine. Au contraire, si on clôture dessous, encore une fois, ce ne sera pas une confirmation de gros rejet, mais on pourrait aller du coup avoir une correction un peu plus grosse et aller rechercher vers ces niveaux-là, vers les 25 000 $. Alors comme je vous ai déjà dit, moi j'attends pas un pullback sur les 25 000 piles sur les 25 000 $ pour rebondir, c'est un peu trop facile, hein, malheureusement. Donc soit on s'arrêtera un peu avant avec une grande mèche de rejet, tout simplement parce que ça va être racheté par beaucoup de monde, donc on n'atteindra peut-être même pas les 25 000 $. Si on va aux 25 000 $, je m'attends à ce qu'on les recasse au moins momentanément, justement pour faire peur aux gens avant de repartir plus haut. Voilà. Mais bien entendu, on pourrait aussi tout à fait clôturer la semaine au-dessus et aller rechercher directement à minima les 33 000 $. C'est des documents que vous avez présentés déjà il y a quelques semaines et je voulais vous montrer l'évolution de cela. Sorti de cette zone où ils perdent. Justement, vous voulez vous présenter ces documents qui ont vraiment fait leur preuve par le passé. On nous avait déjà présenté un petit peu. En novembre, ça nous avait servi pour vous expliquer qu'on n'était pas très loin du bottom, si ce n'était le bottom. C'est toujours très bon, comme tu disais tout à l'heure, un peu de dézoomer. Là, on dézoome. Exactement. Là, on regarde quand on commence à douter, quand on voit que le FOMC ou les mauvaises nouvelles arrivent, font dévisser le jeton, est-ce qu'il y a une inversion de tendance? Dézoomer. Donc vous avez compris le terme. Et là, donc, revenez sur les basiques. Les basiques, c'était ce qu'on vous avait présenté à partir de novembre. Ces fameux graphiques, là, c'est les profits réalisés sur le Bitcoin. Donc, on voit qu'à chaque fois qu'on est dans la zone verte, forcément, et qu'on en sort, on part sur un bull run, si ce n'est un rallye, un moins bull run. Ici, c'est exactement pareil. On est dans la zone verte, on en sort bull run. Ici, on était dans la zone verte, bien sûr, on en sort bull run. On a un autre graphique qui ressemble énormément, mais qui n'est absolument pas corrélé. Là, c'est là où c'est les holders. Voilà. Les holders, quand ils sont sous l'eau, les gros holders, on parle. Bon, c'est une zone où forcément il n'y a personne qui va vendre, etc. On va dire c'est la zone discount. Exactement, exactement. Quand c'est que les holders gagnent et perdent de l'argent. Là, ça faisait depuis au moins qu'ils perdaient de l'argent. Là, ici aussi. Là, ici aussi. Pareil, quand on sort de cette zone, qu'est-ce qui se passe? Exactement comme dans l'autre zone, on attaque un rallye, voire un bull run. Donc on l'a sur cette zone, on l'a sur cette zone, on l'a sur celle-ci. On passe rapidement, on vous les a déjà présentés, mais c'est pour vous expliquer, quand vous commencez à douter, on dézoome, on regarde, revenez sur les basiques. Vous restez aussi sur votre analyse, parce que forcément on se fait pourrir la tête par plein de choses, parce que le marché veut que vous perdiez, ce qui est le but, forcément. Sinon il n'y aurait que des gagnants et que des mecs qui roulent en Ferrari, ce qui n'est pas le cas. Donc... Et là, on revient sur ce qu'on vous a également dit lundi. Les objectifs sont, bien sûr, taper la zone des 28,5 une fois. Il vient de le taper là. Ah bah oui. Ouais, il faut s'installer au-dessus pour après aller chatouiller les 30-32 000. Rappelez-vous ce qu'on vous a dit lundi dernier aussi. La zone des 30-32 000. Elle est très compliquée. C'est un mur, c'est la barrière de Chine. Voilà, ça sera à peu près... la muraille, pardon, la barrière. À peu près aussi difficile, voire plus que la zone des 25-26 000 qu'on avait. Oui, parce que là, il y a énormément, ça a frappé beaucoup de fois depuis longtemps. Donc forcément, c'est plus dur à passer. Et là, je vous assure que tous les pessimistes vont devenir optimistes, donc c'est pour ça que c'est 30, hein. Ils le disent, il y en a beaucoup qui le disent. 30, c'est le fameux truc BFM TV. Quoi. Exactement. Il repasse 30, vous allez le voir. 30, il y en a certains qui vont débaguer énormément. Et le dollar qui est venu chercher l'objectif, mais qui est toujours baissier, si vous regardez le graphique, bien sûr. Là, c'est toujours un marché qui est plus ou moins, pour moi, qui est plutôt baissier pour l'instant. Ce qu'on attend de lui, c'est une continuation baissière comme celle-ci, ok. On verra si on l'a, on verra si on l'a pas. Mais on attend du dollar justement une continuation baissière de la cassure de creux pour aller chercher un creux descendant encore. Et du coup, prochain objectif, ce serait les 61,8 vers les 98 points.
tout simplement. On va venir aujourd'hui au sujet de Stable. Stable, c'est quoi? Donc, c'est une nouvelle initiative de PMU lancée avec 321 Funded, qui est une autre entreprise qui a l'habitude d'être dans l'innovation, accompagner les startups, etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment de partir sur quelque chose de différent dans le cas de PMU. PMU, voilà, c'est un grand groupe et qui a toujours investi dans l'écosystème du cheval. Que ce soit l'entretien des chevaux, les courses autour des chevaux, les jockeys, la ligue tout autour, etc. C'est un investissement. Il y a aussi une grosse présence locale. Vous le savez, il y a beaucoup de PMU dans plein de petites villes de France. Donc, c'est une cible qui est pas de notre génération. Voilà, moi j'ai 28 ans, ma maman elle a fait beaucoup de paris de chevaux quintet plus et tiercé, moi j'en ai jamais fait, mais je m'en souviens, ça me faisait plaisir. Et là, on est sur quelque chose de différent. Donc le but ici, c'est de proposer un jeu dans un premier temps, et puis potentiellement différents types de jeux, un écosystème peut-être virtuel aussi pour rapprocher les gens des chevaux, et le but c'est ça, c'est vraiment rapprocher de nouvelles communautés au PMU et son écosystème autour des chevaux, parce que c'est des gens qui s'y intéressent pas nécessairement, voilà, ça les touche pas. Donc ils essaient d'avoir une approche par le jeu et en même temps avec ce petit virage Web3, parce que le virage crypto-monnaie, il est assez évident. Moi, je suis un convaincu des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que je pense que c'est important qu'on possède l'actif numérique. C'est-à-dire que à l'époque, quand on jouait, on achetait des cartouches de Game Boy, après ça a été des CD, des DVD, des Blu-ray, ce que vous voulez. On pouvait acheter, on pouvait revendre, on pouvait faire nos petits business. Et puis progressivement, on est passé au full numérique et en fait, on est rentré dans un système où tu loues le droit de consommer quelque chose, mais t'as pas le droit de revendre, t'as pas le droit de faire des micro-commissions dessus, c'est compliqué. Dans ce nouveau virage, on va dire crypto gaming, parce que là je vous parle de Stable, mais je vais vous parler de plein d'autres projets progressivement, on récupère la propriété et on récupère le pouvoir de revendre quand ça nous saoule. C'est-à-dire que, voilà, un jeu, généralement, tu l'achètes, tu joues en ligne. Ou alors tu l'achètes, tu payes un abonnement, tu joues en ligne. Là, on est dans un mécanisme, on va dire token gated, où tu achètes un NFT et ce NFT t'offre le droit de pouvoir jouer au jeu. Donc le jeu c'est quoi, le gameplay c'est quoi, j'y viens. On va parler maintenant du gameplay. Donc il va y avoir plusieurs jeux de proposés, mais le jeu principal c'est un Fantasy League. Tout simplement, eh bien vous avez un ou plusieurs chevaux que vous allez pouvoir mettre en jeu dans une course. En fonction de vos résultats sur la course, eh bien, vous allez gagner différentes récompenses, principalement des points. Tout le monde connaît Nvidia bien sûr pour notamment leurs cartes graphiques, mais pas que, ils font pas mal de choses. Et bah figurez-vous que le fabricant Nvidia s'associe à Microsoft pour faire leur propre métaverse. Alors ce sera un métaverse en mode B2B. En gros, ils vont proposer en fait des solutions liées au métaverse pour tout ce qui est industriel, pour les industriels. Mais sachez que à terme en fait, ils veulent aussi intégrer leur métaverse Omniverse à la solution en fait Microsoft 365. Donc on retrouvera du coup plein de trucs. Donc je sais pas, Word, etc. et tout. Et puis aussi du coup Omniverse. Donc super intéressant du coup de la part de Nvidia de se lancer là-dedans. Parlons maintenant de Sony. Sony, on vient de savoir qu'ils ont déposé encore un brevet autour des NFT et du Web3. C'est quelque chose qui avait été déposé en septembre 2021, mais ça vient d'être rendu public. Et l'idée, c'est de créer un sorte de standard pour pouvoir permettre l'échange, le transfert de NFT, d'actifs NFT entre plusieurs jeux vidéo, à travers même plusieurs plateformes de jeux vidéo. Ils ont donné l'exemple entre PlayStation et Xbox. Donc voilà, imaginez vous achetez un skin voilà, sur un jeu donné, vous pouvez le transférer sur un autre jeu, même sur une autre console. Ça serait assez intéressant. Enfin, après moi je trouve, enfin, c'est une très bonne chose, hein, il faut se le dire. Ça serait bien que ça soit adopté par Sony et par Xbox et par tout le monde. Mais bon, pour l'instant, ça reste à l'état de brevet, et un brevet, ça veut pas forcément dire que la société va sortir un produit derrière, c'est surtout pour se protéger, et pour si un jour ils ont envie de le faire, ben ils peuvent le faire. Donc bon, ça montre quand même que Sony pense qu'il se passe des choses autour de ça, et j'ai hâte de voir concrètement ce qui va sortir de cette proposition, de ce brevet. Vous pouvez aller voir sur leur Twitter, déjà la première chose à laquelle je pense moi de mon côté, c'est que ils ont un esprit qui est extrêmement orienté vers le Web 3. C'est-à-dire qu'ils sont pas en mode Web 2, j'arrive et je poste des trucs où tu te dis ouais, ils ont pas trop compris le Web 3. Non, ils l'ont compris parce que justement ils ont une équipe qui est dédiée au Web 3. Donc que ce soit dans leur communication, que ce soit dans l'art, ou que ce soit la manière dont ils s'expriment, dont ils font les collabs, dont ils font des partenariats, ils ont l'esprit Web 3. Et c'est ça que j'aime beaucoup. On peut le voir par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Ici, ils ont fait par exemple un space avec Degen Toons, qui est une communauté Web3 assez connue. Donc, ils font des collabs en fait avec d'autres projets Web3. Et ça, c'est littéralement l'esprit du monde des NFT, du Web3. Donc, ils ont tout compris à ce niveau-là.
Ça, pour moi, c'est un point qui est extrêmement positif. On va aller regarder un petit peu leur site internet. Donc si vous voulez aller regarder, évidemment, il y a toutes les infos dessus. Vous pouvez le mettre en français ou en anglais. Ça va être une collection qui va être composée de 8888 Joker NFT. Donc avec un art qui est plutôt cool, qui a été composé par plusieurs artistes. Il y a une petite vidéo. Les utilités, on va en parler, mais il y aura énormément d'avantages dans l'écosystème Partouche. Et c'est ça, moi, que je trouve intéressant. C'est-à-dire que vous allez avoir des choses gratuites, vous allez avoir accès à des événements exclusifs, vous allez avoir des réductions de jeux quand vous allez vouloir aller dans un casino pour jouer, etc. Vous allez avoir des réductions. Donc il y a énormément de choses qui vont être possibles. Et en plus de ça, vous allez aussi avoir accès à des droits commerciaux sur l'art et sur votre NFT. C'est-à-dire que votre NFT, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Si vous voulez créer une marque de boisson avec votre NFT et le mettre sur la boisson, vous avez le droit et Partouche va pousser votre initiative. C'est-à-dire que par exemple, si vous créez une marque de boisson, peut-être que ils vont faire en sorte qu'elle se retrouve dans tous les casinos. C'est un exemple. Voilà, donc ils vont pousser les gens qui utilisent l'art et les droits commerciaux de leur NFT. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.